Voilà, merci beaucoup d'être là. Je regrette, disais-je tout à l'heure, l'absence des auteurs ici, parce qu'il me semble que c'est le moment où vraiment on pourrait partager entre nous cette question et qu'elle devient de plus en plus prégnante pour le statut d'auteur et pour l'avenir. Donc voilà, mais nous avons deux auteurs avec nous et je les remercie infiniment d'être là. Nicolas Couchepin, donc, qui est d'origine valaisanne et qui vit à Corméro, dans le canton de Fribourg, né à Lausanne. Donc tu es tout roman. Voilà, après une enfance passée à Martigny, donc, et des études au collège de Saint-Maurice, il a fait des lettres à Lausanne, à Genève, et il a surtout fait un diplôme d'études sociales et pédagogiques à Lausanne pour un diplôme d'éducateur. Et il me semble que le dernier livre que tu as écrit, cet extraordinaire Les Mensch, prend à bras le corps tout ce que tu as pu peut-être, enfin c'était mon impression, tout ce que tu as pu ressentir, connaître, éprouver, vivre à tous les niveaux dans ce cadre d'éducation et en même temps peut-être d'enfants ayant des difficultés. C'est vraiment un livre qui est nourri de cela, me semble-t-il. Donc Les Mensch est paru au Seuil en 2013 et le personnage central est un enfant handicapé avec toute une famille autour et toutes les réactions de la famille à ce traumatisme en quelque sorte. Nous en parlerons tout à l'heure. Depuis janvier 2009, tu l'es toujours, Nicolas est traducteur et rédacteur pour Caritas, oui. Et il se consacre essentiellement à l'écriture pour le roman, la nouvelle et le théâtre. Il a aussi beaucoup voyagé en Afrique, en Asie, dans des ateliers d'écriture, puisque nous avons eu le plaisir de venir à Bamako ensemble en 2000. Il a reçu pour Greffrix son premier roman édité chez Zoé en 1996, le prix de la Bibliothèque pour tous. Beaucoup de prix, le prix Bachelin, la Société d'Histoire, le prix Hermann Gantz, la Société Suisse des Écrivains, le prix Bibliomédia. C'était vraiment une entrée en fanfare. Et puis, ça a été suivi du CEL en 2000 et donc des Mensch en 2013. Et avec Ruth Schweikert, et c'est pour cela aussi qu'il est là aujourd'hui, romancière zurichoise qui fut durant des années présidente de Suisse Culture et qui était à notre inauguration de la MRL en janvier 2012, Nicolas a pris la parole et pris position en faveur de l'Alliance Equilire et de ses objectifs lors de la conférence de presse du 22 mai 2014 à Soleure. Et c'est autour de cette communication de presse et cet engagement aussi de Kurt Fleury à Soleure que nous allons parler. Et puis Marie-Jeanne Hurek est vaudoise, mais trilingue français, anglais, allemand. Je crois que tu navigues dans toutes ces langues. Cinéaste et écrivain, elle a obtenu en 1998 une licence en sciences sociales à l'Université de Lausanne, un diplôme de la London Film School en 2001, donc elle est entre le cinéma. Tu fais encore du cinéma? Non, c'est fini. Hein? Ouais. Mais elle sait raconter des histoires aussi, pour ces raisons-là peut-être. Donc, et elle est née à Lausanne il y a moins de 40 ans, et malgré cela, elle a une suite de publications tout à fait impressionnantes. Alors j'en mentionnerai quelques-unes. Elle a remporté en 2001 le prix du public lors de la 11e édition du festival Dokumentart de Neubrandenburg en Allemagne, pour un film donc. Mais elle publie en 2003 ensuite à l'air Salle d'attente, son premier recueil de nouvelles, Foisonnement dans l'air, et puis en 2004 La salle d'attente, et entre autres ensuite L'amiral des eaux usées en 2008, Des accessoires pour le paradis en 2010, qui reçoit le prix Bibliomédia, Valet de nuit, qui reçoit le prix Rambert en 2013, et puis donc tout récemment Le train de sucre en 2012. Qui sont donc des contes, mais j'en parlerai tout à l'heure pour peut-être introduire sa lecture. Et il y a vraiment un art du raconter au sens à la fois oral et très écrit du terme chez Marie-Jeanne Hurek. Voilà, alors je repars avec ma présentation. Est-ce que j'ai vu ? Excusez-moi. Voilà. Alors, notre table ronde donc sur le droit de prêt prend place dans le cadre du débat sur les droits d'auteur qui a été lancé à l'occasion des dernières journées littéraires de Soleure par l'Alliance Equilire,
et qui réunissait donc cette alliance Equilire, écrivains et écrivaines, mais aussi maisons d'édition, lectrices et lecteurs, associations diverses, dont Suisse Culture et la DS qui est vraiment partie prenante très directement dans cette alliance Equilire, et qui est donc l'association des auteurs et autrices de Suisse. Je rappelle ou précise aussi que Marie-Jeanne Hurek est la vice-présidente actuelle de l'ADS et que Nicolas Couchepin était le représentant roman de l'ADS pendant plusieurs années. L'Alliance Equilire, donc, pour une juste rémunération, demande que les écrivaines et écrivains de Suisse soient également rémunérés pour le prêt de leurs œuvres en bibliothèque. Et elle est officiellement soutenue par Kurt Fleury, conseiller national, président de la ville de Soleure, qui a déposé une motion au Parlement en 2013 au nom des principes fondamentaux relatifs à l'équité et au nom de la politique d'éducation de la Suisse. En effet, le droit de prêt sous forme numérique ou analogique est un droit fondamental reconnu dans tous les pays de l'Union européenne, sauf en Suisse, où les écrivains le demandent depuis des années. Une brochure parue début 2014 et que vous trouverez ici sur la table, qui sera à disposition d'ailleurs à la MRL après cette réunion, cette brochure précise les prises de position et donc explique la revendication. Alors, pour rappel, très bref, le droit d'auteur est donc l'ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un auteur ou ses ayants droit sur des œuvres de l'esprit original. C'est la définition canonique. Construction qui est née en Europe, qui est née en fait en Angleterre, c'est le copyright anglais qui a été le premier. Et puis en France, on sait que c'est donc en 1777, un an avant la mort de Rousseau, que Beaumarchais, artiste et homme d'affaires, fonde la première société d'auteurs. Et c'est en 1793, que les auteurs se voient accorder le droit exclusif d'autoriser la reproduction de leurs œuvres pendant toute leur vie, droit qui passe ensuite à leurs représentants pendant une durée limitée. Donc, relayant ce combat de Beaumarchais, les sociétés de perception de droits d'auteur sont nées au XXe siècle, sans but lucratif, qui sont de plus en plus efficaces. Il y en a deux en Suisse, Proliteris et la SSA. La SSA, Société Suisse des auteurs, défend essentiellement les droits du théâtre, de la musique et de l'audiovisuel. Et donc, les auteurs reçoivent actuellement les droits d'auteur de la part de leurs éditeurs, mais aussi de la part de Proliteris, un pourcentage sur les photocopies de leurs livres, c'est-à-dire un pourcentage sur ce qu'ils ont publié et qui est transcrit en droit de photocopie. C'est un droit qui a été gagné de haute lutte après un combat de plusieurs années et qui maintenant donc doit s'adjoindre ce second droit qui existe en Europe et qui n'existe pas en Suisse, qui est le droit du prêt des bibliothèques. Je voudrais juste, avant d'entrer dans le détail de notre échange, rappeler que cette table ronde est là aussi pour rappeler que la MRL s'intéresse à Rousseau, bien sûr, s'intéresse à la littérature vivante d'aujourd'hui et s'intéresse aussi aux écrivains. Elle est un pôle de mise en valeur du livre, de la littérature et des écrivains. Et il ne faut pas oublier, je crois, que ce sont eux qui font la littérature et que ce sont eux aussi qui sont concernés par l'AMRL. Alors, je cite Kurt Fleury le 22 mai 2014. Il est de plus en plus évident qu'on se trouve ici face à une contradiction. D'une part, les pouvoirs publics encouragent de multiples manières la culture, et en particulier la littérature. Ils investissent de l'argent pour améliorer et multiplier l'accès aux œuvres. Ils promeuvent la lecture. Et de l'autre, ils en oublient d'établir un règlement en faveur de ceux qui ont créé ces œuvres. C'est choquant, je cite toujours Kurt Fleury, d'autant que le Conseil fédéral a mis en tête de son agenda un renforcement de la promotion de la littérature, comme le rappelait tout à l'heure Anne Pitlou. Il y a donc effectivement un projet, suite à la votation qui a enfin doté la Confédération suisse d'un article sur la culture, il y a un projet pour les années qui viennent, qui sont les années 2016-2019, un message culture de la Confédération et qui met en première ligne le renforcement de la promotion de la littérature et du livre et des auteurs. Et donc ce message culture qui demande 894,6 millions de francs
comme crédit cadre pour les années à venir, 2016-2019, à 3 axes prioritaires qui sont renforcer la création et l'innovation, qui sont numérisés, la participation culturelle et la cohésion sociale. Et il veut prendre en compte aussi la question de la numérisation pour traiter de cette question-là. Donc nous sommes vraiment au point clé, en fait, de ce débat, c'est-à-dire que si nous n'agissons pas, les auteurs et tous ceux qui veulent bien les défendre, c'est un tournant qui va se passer sans résultat pour eux. Voilà, donc le droit de prêt international doit devenir droit suisse, c'est cela la revendication d'Equilire. Je rappelle juste, avant de donner la parole à nos invités, que le contexte international, il n'y a pas seulement le contexte suisse, mais le contexte international est de plus en plus problématique pour les écrivains. Le libéralisme économique est radical. Il y a eu dans le Courrier récemment un article sur Creative Commons, donc les licences pour créer des contenus culturels totalement librement. C'est donc le représentant suisse Florian Ducommun, conseiller juridique suisse de Creative Commons, qui s'exprimait en disant qu'il faut s'opposer au verrouillage des connaissances et de l'art et faire de la culture un bien commun plutôt que privé en la mettant gratuitement à disposition de tous, ce qui suppose l'accès libre au contenu des bibliothèques, des archives et des musées. Donc il y a au fond le discours libéral absolu et puis le discours qu'on pourrait dire protectionniste, peut-être, mais qui est en même temps une façon de dire qu'il y a chaque État est quand même responsable de protéger jusqu'à un certain point ou d'aider en partie les créateurs et aussi responsable de les aider à protéger les créations de l'imagination et de l'esprit. Mais donc il y a un mouvement général de remise en question de la légitimité du droit d'auteur qui se fait jour aussi bien aux États-Unis depuis très longtemps qu'en Europe. D'autre part, on a tout à l'heure parlé de la diffusion interactive et d'Internet. Il est clair aussi que l'accès à Internet très direct par PDF et par, disons, simplement un clic, permet à tout le monde d'accéder au contenu. C'est très bien pour les auteurs, mais évidemment, il faut savoir qu'à terme, ça veut dire qu'il n'y aura plus de droits, peut-être. Donc, comment est-ce qu'on réagit à cela? Est-ce qu'il faut vraiment une politique d'État? Est-ce qu'il faut créer un droit de bibliothèque? Pourquoi? Alors, je vais demander maintenant à nos invités de dire pour eux quels sont les arguments les plus importants, de débouter peut-être certains contre-arguments. Je voudrais juste, pour terminer, vous lire dans les droits des auteurs, donc ce manuel de la Fédération des associations européennes d'écrivains, qui est donc paru en 2001. Donc il date d'une certaine manière, mais il est l'historique de tout le combat des écrivains européens ligués les uns avec les autres, y compris la Suisse, pour faire triompher un certain nombre de droits pour les auteurs. Et à propos des bibliothèques, je lis ceci à la page 207. Pour le prêt public, qui constitue une utilisation de leurs œuvres, les auteurs ont droit, et ça c'est 2001, à une rémunération si un potentiel de 10 lecteurs font usage d'un exemplaire donné d'un livre, alors en se fondant sur le ratio commercial, 10% de droits d'auteur, et en tenant compte du prix d'achat de la bibliothèque, 15 € en moyenne, l'auteur devrait recevoir une compensation suffisante et raisonnable d'environ 0,15 € chaque fois que l'ouvrage est emprunté. Mais il en reçoit à peine le quart quand il reçoit quelque chose. En 1992, l'Union européenne a adopté des principes généraux concernant la rémunération du prêt qui devaient être incorporés dans les législations de tous les États membres, tout en autorisant des exceptions pour les cas de difficultés financières majeures. Bien. Le résultat a été prévisible, l'application s'est faite attendre et en 1999-99 encore, le droit de prêt public n'est versé que dans 8 pays européens et encore aux taux minimaux promus par les droits d'auteur. Voilà, ça c'était la situation en 2001. Apparemment, elle s'est améliorée dans plusieurs pays d'Europe. L'Allemagne verse
rubis-sur-l'ongle aux auteurs le pourcentage indiqué par l'Europe, et la France, semble-t-il, commence à s'aligner. Je donne juste un dernier exemple. Milena Moser, qui est une auteure alémanique connue, qui vend bien, mais qui n'est pas non plus un best-seller mondial, reçoit environ 700 € par an de l'Allemagne. Les droits sont donc rétrocédés aux sociétés de perception de droits d'auteur suisses pour ensuite qu'elle en dispose. Ça veut dire que ça marche très bien, que c'est tout à fait possible, et que les pays simplement perçoivent un pourcentage, le donnent aux pays concernés de l'auteur, et puis c'est transmis à l'auteur. Il y a aussi normalement une part de ce droit qui revient à l'éditeur, et ce sont les législations qui décident de cette quote-part. Voilà, alors peut-être Marie-Jeanne, en tant que vice-présidente de l'ADS, peut-être que tu peux ou ajouter des éléments ou prendre position plus précisément par rapport à ça. Bien sûr qu'en tant qu'autrice et puis en tant que vice-présidente de l'ADS, forcément qu'on va se battre pour ça, parce que avoir un droit d'auteur, c'est quelque part légitimer la professionnalisation du métier. Et que ce soit un droit d'auteur en prêt en bibliothèque ou le droit d'auteur de reprographie ou aussi un droit d'auteur qu'on peut recevoir de son éditeur. C'est pour ça qu'on se bat aussi pour que ce droit d'auteur nous revienne chaque année. Donc ça, c'est, disons, sur une partie éthique, idéologique, c'est évident qu'on va se battre pour ça. Ensuite, il y a souvent l'argument des bibliothèques qui est « oui, mais ce sont des sommes dérisoires ». On a cité 700 francs, ça peut être dérisoire pour certaines personnes, ça peut faire manger quelqu'un pendant 2 mois, un écrivain. Je pense que c'est un jugement de valeur d'émettre une idée si c'est une somme qui est suffisante ou pas pour qu'on engage tout ce processus. Donc pour moi, cet argument est irrecevable, d'autant plus que l'auteur, vous le savez certainement, vit avec une multitude de gains qui proviennent d'une multitude de sources différentes, de lecture, de conférences, de droits d'auteur, d'articles, de 1000 choses. Donc c'est la multitude de ces petits gains qui fait que finalement on arrive à la fin à vivre. Donc cet argument pour moi est à balayer d'office. C'est vraiment ne pas prendre en considération une réalité qui n'est pas celle d'un employé de bibliothèque par exemple. Et qui est tout le temps fait d'addition et pas de choses fixes en ce qui concerne le littéraire. Absolument, oui. Et puis, tu disais effectivement que ce droit d'auteur donc, servait à entrer dans la poche de l'auteur, de l'éditeur aussi, en tout cas c'est ce qui se passe en France. Et en France, il y a aussi une dimension sociale qu'on voit aussi en Suède, puisqu'une partie de ces droits de prêt, pour la France c'était 17 millions d'euros en 2011 par exemple, il y a 2 millions qui sont gardés pour une sorte de sécurité sociale de l'auteur, donc qui aide à payer leur retraite. En Suède, il y a aussi une partie de ces droits d'auteur qui sont gardés, par exemple, pour donner des bourses à des jeunes auteurs, pour financer pendant 5 ans un auteur. Il y a aussi tout un usage social qui n'est pas du tout le cas, par exemple, en Grande-Bretagne, qui a une vision un peu plus pratique et moins sociale de la chose et qui verse uniquement aux auteurs, la somme, mais pas un organisme social. Oui, exactement. Oui. Donc voilà, donc c'est pas uniquement, c'est plus qu'un droit qui ira à l'auteur, ça touchera l'éditeur, ça peut toucher encore tout un système social, donc c'est ça qui est aussi très intéressant. Merci. Mais ça part un peu du principe qui est peut-être celui qui est contesté ou même pas reconnu en Suisse, ou pas suffisamment, c'est que écrire un livre ou écrire des livres, c'est une profession. Et puis c'est peut-être, on est dans un... En plus de ça, il faut aussi dire que dans le monde dans lequel on vit, qui est quand même très axé sur cette idée libérale, la reconnaissance par l'argent a énormément d'importance. Et donc, sur le statut, c'est ne pas vouloir, voilà, ça donne le statut. Et ne pas admettre qu'un livre ou qu'une œuvre littéraire vaut de l'argent, ça revient à dire que ça n'est pas une œuvre professionnelle, quoi. Mais en fait, tant qu'on n'aura pas un peu, je sais pas, convaincu les autorités, ou peut-être aussi le public, mais ça c'est une autre question, que en fait ça prend du temps que pour s'améliorer, pour faire des livres qui sont de meilleur en meilleur, on a besoin de temps, et que le temps c'est de l'argent, comme chacun sait dans notre
civilisation très libérale, et que donc cette reconnaissance, elle est nécessaire, ne serait-ce que pour pouvoir dire avec certitude, écrire, c'est une profession. Oui, et produire de l'imaginaire ou des idées, c'est une profession. Ouais. C'est pas à la petite semaine comme ça, c'est un engagement de, voilà, c'est un engagement en soi. Complet, en soi, Voilà. c'est ça. Et dont la société a peut-être besoin. Et c'est peut-être ça aussi la question. Est-ce qu'on ne devrait pas, dans ce débat, se demander comment convaincre les gens que, oui, la littérature, enfin cette maison, elle est bien là pour ça aussi en partie, hein, que la littérature, que les livres, que le travail des auteurs, c'est quelque chose dont les gens ont besoin, Ouais. qui n'est pas, Et qui ça, est pas comme un on est luxe. entre nous, on peut le dire, je Oui. pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais Bien sûr, mais cet que faire pour le... encouragement de la diversité qui va disparaître si on continue C'est ça. de mettre toujours au dernier endroit les rémunérations et enfin, la reconnaissance du professionnalisme de ça, on va perdre cette diversité et ce sera, enfin sociologiquement, c'est une perte énorme pour un... Qui n'a jamais existé en fait dans En fait, l'histoire qui n'a jamais existé, des ouais, c'est cultures vrai. européennes, en tout cas occidentales, Ouais. ça n'a jamais existé. Ouais. Et ailleurs, il y a des grands récits oraux. Mais au fond, jamais une société ne s'est passée de ça, des Ça, récits, ouais, c'est vrai. et de se penser par la littérature ou des récits. Et il me semble que ça, on ne le dit pas assez. Enfin, peut-être on s'agrippe un petit peu seulement à des droits, mais poser sur la table, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain, qu'est-ce que c'est que cette nécessité, ou de la littérature, que les éditeurs se battent pour faire exister, qu'est-ce que c'est que cette nécessité vitale pour les gens. Donc, je veux dire, on rencontre ce problème de droit d'auteur, on ne rencontre pas seulement en bibliothèque, mais par exemple quand on fait des lectures à l'école, donc dans le milieu de l'éducation, donc il y a quand même un milieu qui promeut la lecture, qui est censé encourager, souvent on n'est même pas payé pour des lectures dans les classes, donc il n'y a même pas non plus une sorte de mode d'emploi, de comment inviter l'écrivain, de comment recevoir, de comment payer et autres. Ça existe normalement. Il y a de l'argent pour ça, les collèges ont de l'argent pour ça. Et surtout, on nous dit, mais ah bon, on doit vous payer, c'est une idée, mais qui sort de la galaxie, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas ancré dans notre façon de vivre. Donc, il faut payer l'écrivain quand il vient. Mais c'est particulier aussi à la Suisse romande, c'était particulier à la France, aux pays francophones. Maintenant, la France a complètement changé. Les auteurs sont payés, ils font des tournées nationales payées par ceux qui les reçoivent. Et en Suisse romande, il y a tout un chemin. Effectivement, une distinction encore entre Suisse allemande et Suisse romande. L'Allemagne, c'est autre chose. Et puis la Suisse allemande aussi, où les honoraires sont beaucoup plus élevés que ce qu'on pourrait toucher ici pour la même chose. Et en Allemagne, les écrivains vivent de leur lecture. C'est tout ça. C'est tout ça. Ouais. Ils vivent de leur lecture. Donc voilà, non mais c'est complètement différent et il faut arrêter avec ce discours qu'on ne peut pas gagner d'argent avec ce qu'on a fait dans les livres. Ça peut exister que l'écrivain se promène avec son livre et voilà, c'est aussi une possibilité. D'ailleurs, la première question qui vient toujours aux gens quand on dit qu'on écrit, c'est toujours vous vivez avec ça? C'est toujours la première question qui vient. Absolument. Alors, il faudrait peut-être que je précise encore une chose pour que le débat soit complet, c'est-à-dire que ce ne sont pas les bibliothèques qui devraient sortir cet argent. Les bibliothèques suisses sont pour le moment contre ce droit accordé aux auteurs. Ce qui est totalement incompréhensible, parce que ce ne serait pas à eux de payer, mais l'idée européenne, et ce qui est promu aussi par Kurt Fleury, c'est qu'il y ait 50% de la rémunération qui vienne de l'État, donc de l'Office fédéral culture et de l'État suisse, et puis une autre moitié qui vienne des cantons, des communes, enfin du lieu où l'auteur serait rémunéré. Donc il n'y a absolument pas, c'est pas un argument pour les bibliothèques de dire on va nous baisser les budgets. Or c'est ce qu'ils essayent de faire passer, semble-t-il, de façon tout à fait mensongère en l'occurrence. Mais c'est presque 900 millions de francs qui vont être consacrés à la promotion des auteurs. Alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ce serait ce genre de choses qu'il faudrait en faire. Oui, c'est ça. Ben, bien sûr, c'est pour ça qu'au niveau fédéral, il y avait apparemment une position assez opposée.
à cause des bibliothèques. Ils étaient à l'écoute des bibliothèques qui disaient non. Et puis Bibliomédia maintenant est engagé pour ce combat. Et l'État, le Conseil fédéral semble tout à fait disposé à entrer en matière. Il y a vraiment... Et je crois qu'à l'OFC... la nouvelle responsable de l'Office fédéral de la culture est pour aussi, ou en tout cas entre en matière. D'ailleurs, dans le message culture, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on l'a vu en consultation avec l'ADS, donc au chapitre des bibliothèques, donc ça concernait principalement la Bibliothèque nationale suisse, il y a un passage où c'est marqué nous allons donc faire tout ce qu'on peut pour développer les relations avec les bibliothèques et puis que les gens aient accès plus aux livres, parce que c'est un de leurs credo pour les années à venir. Mais c'est aussi marqué tout ça dans le respect du droit d'auteur. Donc c'est marqué noir sur blanc au chapitre des bibliothèques. Il se trouve que Kurt Flory est dans le conseil de fondation de la Bibliothèque nationale. Ouais. Il a beaucoup fait pour ça. Mais on pourrait imaginer si l'Office fédéral de la culture est tellement pour cette idée qu'elle puisse déjà mettre en place, par exemple, ce droit d'auteur pour la Bibliothèque nationale suisse. Ça, elle pourrait. Au moins, déjà. C'est ça. Puisque tout auteur a un exemplaire à la Bibliothèque nationale suisse, puisque tout éditeur, je crois, doit faire parvenir à la Bibliothèque nationale un exemplaire. Mais vous êtes obligé. Il n'y a pas de dépôt légal? Non, c'est dans les cantons le dépôt légal. Vous êtes obligé? Certains. À Genève, ça existe. Mais gratuitement. Vous êtes obligé, mais vous devez l'offrir. Oui, parce qu'il n'y a pas le dépôt légal. Mais ça aussi, ce serait une question à poser. Pourquoi est-ce que l'éditeur doit donner le livre? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être acheté par Berne? Ben voilà. Mais il faut lutter pour que la loi existe. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une idée peut-être qui tarde un peu plus en Suisse qu'ailleurs, que être écrivain, voire être éditeur, c'est finalement un très beau métier, c'est très bien, mais c'est pas à soutenir professionnellement au niveau des lois et au niveau des nécessités prioritaires. Or, tout de même, ce qui est extraordinaire, c'est que vraiment, apparemment, la littérature, le livre, est prioritaire dans le nouveau message culture. Peut-être bien que M. Berset, que nous avons maintenant au gouvernement, aide à cela, puisqu'il y croit beaucoup, mais il est certain que quelque chose change et que nous devons mettre le pied dans la porte, je pense, pour aller même plus loin que ce qui est demandé là, c'est-à-dire professionnaliser. Il faut dire que le débat s'accélère maintenant à cause du numérique, parce que nous, ça fait des années qu'on milite pour ça, alors qu'on parlait de l'analogique. Il faut savoir qu'en Europe, donc, ce droit de prêt concerne que les œuvres analogiques, donc physiques, mais pas encore le numérique. Mais la question maintenant, elle vient sur le devant de la scène avec force, parce que, si j'ai bien compris, l'auteur peut refuser, ne peut ne pas donner la licence à la bibliothèque d'utiliser son œuvre qui est numérique. C'est-à-dire que la bibliothèque ne pourrait, si l'auteur n'est pas d'accord, ne pourrait pas utiliser l'œuvre. Tandis que, alors justement, si on introduisait le droit de prêt numérique, ce serait une forme de compensation qui le libérerait de cette liberté qu'il a de refuser ou pas l'utilisation. Parce que ce serait mieux géré en quelque sorte. Ce serait en fait une sorte de donnant-donnant. On donne la licence que la bibliothèque puisse. Donc ce serait une sorte de dérogation en fait du droit de. On le transférait à la bibliothèque en quelque sorte. Exactement. Voilà. Et contre cette dérogation, il recevrait justement une juste rétribution. Donc c'est pour ça que il y a, c'était en avril, je crois 2014, l'association fêtière des bibliothécaires a lancé une pétition pour ça, pour que les États commencent à réglementer pour le droit numérique. Donc c'est même les bibliothèques qui le demandent en fait, sauf évidemment ici. On ne veut pas payer pour... Voilà, ouais. Et puis bon, il y a une chose qui est amusante à dire, c'est que nous sommes soutenus, l'ADS et l'Equilire et notre combat, nous sommes soutenus par exemple par des bibliothèques en Allemagne. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait... concerne tout le monde. Qui concerne tout le monde et qui est normal chez eux. Ils sont abasourdis quand on leur dit qu'ici les bibliothèques sont contre. Ouais. Surtout que c'est inimaginable. C'est inimaginable parce que les arguments qu'ils opposent sont démontables. J'ai une petite question tout à fait pratique parce que je ne comprends pas. Comment est-ce que ça fonctionne en Allemagne? Est-ce que les gens qui vont dans les bibliothèques doivent payer? Non, c'est ça que Oui, mais je n'ai pas entièrement compris. C'est de l'argent. C'est un pourcentage. Donc, je reprends. C'est un pourcentage. Donc, si un potentiel de 10 lecteurs, c'est-à-dire si un livre est pris par 2-3 lecteurs, tout tombe. Hein, si un potentiel de 10 lecteurs font usage d'un exemplaire donné d'un livre, alors en se fondant sur le ratio commercial de 10% de droits d'auteur et en tenant compte du prix d'achat à la bibliothèque, donc du prix du livre,
l'auteur devrait recevoir une compensation d'environ 0,15 €, donc ça c'est pour la France et pour l'Europe, chaque fois que l'ouvrage est emprunté. Donc c'est-à-dire que quand on atteint les 10 emprunts, il y a un calcul, une ratio qui se calcule entre droit d'auteur et prix du livre, et l'auteur reçoit un petit pourcentage, mais c'est vraiment minuscule en fait, par 10 emprunts en quelque sorte de ce livre. Mais qui n'est cet argent n'est pas payé par les lecteurs. Ni le lecteur, non, c'est l'État qui débloque de l'argent pour ça, et les cantons. Si c'est l'État, la position des bibliothèques est absolument Elle est indéfendable. Elle est indéfendable, c'est ça. Je rappelle juste que dans la bagarre sur le prix du livre, même des éditeurs suisses-allemands défendaient le fait que le livre ne soit pas soutenu en Suisse romande. Je sais bien. En Suisse, alors que toute l'Allemagne avait le prix fixe du livre. Alors, je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est une question de Je pense que c'est du fédéralisme encore et toujours. C'est le fédéralisme qui a empêché la loi sur la culture de passer jusqu'à il y a si peu de temps. Moi, je me souviens très bien qu'il y a 20 ans, quand le premier essai de voter la loi sur la culture a échoué, c'était pour des raisons fédéralistes, c'est-à-dire que chacun disait « nous devons rester maîtres chez nous, on ne veut pas que Berne nous impose quelque chose », et dès qu'il y a quelque chose qui vient de l'État en Suisse, c'est mauvais. C'est ça la question. Donc il faut qu'on change de mentalité et qu'on comprenne qu'on est un pays européen, malgré tout parmi les pays européens, et que pour certaines choses, il faut que le droit et le financement viennent de l'État, et que par conséquent, on accepte que ça passe... là, ce serait divisé, en fait. Il y aurait une part de Berne et une part des cantons et des communes, qui pourraient à la limite gérer ça comme ils voudraient. Enfin, voilà, il y aurait un demi-fédéralisme en fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se doter d'une loi, parce que sinon le système ne marchera pas pour forcer les cantons à payer. C'est ça. Mais c'est absolument fou, parce que tout ce qui est généralisé à l'ensemble du pays ne passe jamais. Et évidemment, c'est clair que là, la Suisse alémanique ne nous aide pas, parce qu'elle ne prend pas en compte les différences de problèmes. Et les auteurs alémaniques reçoivent d'Autriche et d'Allemagne, vraiment, maintenant, systématiquement ce droit. Donc, et aussi, j'imagine qu'il y a des auteurs allemands qui, du coup, ne reçoivent pas, puisque la Suisse ne perçoit rien, ce qui est quelque chose de totalement inacceptable. Mais d'ailleurs, c'est aussi un des arguments des bibliothèques de dire oui, mais finalement, cet argent qui est déjà des clopinettes pour eux, cet argent va aller majoritairement aux auteurs étrangers, puisque c'est eux qui sont plus massivement lus que les Suisses. Donc ça, c'est aussi un de leurs arguments. Il faut savoir que déjà, d'une part, l'étranger nous donne déjà de l'argent. Oui, c'est un prêté pour un rendu. Enfin, oui, et puis d'autre part, on est petit. On ne peut pas se mettre à concurrence avec en tout cas pas un argument. C'est pas un argument. Mais il y a des modèles un tout petit peu alternatifs. Par exemple, en France, alors l'État donne une partie. Donc je vous le disais tout à l'heure, c'était 17 millions, l'État donne 10 millions, et puis les 7 millions restants proviennent par exemple des libraires. Les libraires doivent donner 6% sur les livres qu'ils vendent aux bibliothèques. Donc c'est une part qui est donnée par les libraires. Donc c'est un autre modèle. Ouais. Bon, ça c'est peut-être pas très souhaitable, parce que déjà que les libraires sont... Pas tant que ça, parce que de ce que j'ai compris et lu, en fait les libraires octroyaient une remise aux bibliothèques de 20%, voire plus quand c'était des grosses boîtes. Et en fait, là, avec cette nouvelle loi, ils ont l'obligation d'avoir une remise qui ne dépasse pas 9%. Donc pour eux, ça leur fait quand même une remise beaucoup moins grande qu'avant à offrir aux bibliothèques. Et au moins, les bibliothèques achètent aux libraires. Ah oui. En fait, ça veut dire ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a un circuit de professionnels qui chacun joue son rôle dans la chaîne. Oui. Sinon, on peut acheter n'importe où aussi, on peut acheter sur le net aussi des livres. Puis bon, il y a une autre chose qui est importante de dire, c'est que l'autre argument, c'est aussi de dire ça profitera aux étrangers et ça profitera qu'aux best-sellers. Si on fait un compte sur le nombre d'emprunts du livre, en fait. Mais il y a des moyens, quasiment tous les pays ont eu des moyens pour limiter ça. L'Angleterre, qui est le plus libérale, eux, ils ont mis un plafond donc à peu près 6 000 pounds, donc je pense moins de 10 000 francs. Donc ça veut dire qu'un livre qui est très lu ne pourra pas recevoir plus pour que toute cette somme à répartir ne soit pas uniquement répartie. Et ça, sur le monde anglo-saxon, 10 000, évidemment, chez nous, ce serait totalement impossible. Et la France a aussi mis une sorte de limite en disant que non, ils ne vont pas payer pour le nombre d'emprunts d'un livre, mais ils vont payer pour le nombre d'achats du livre.
qu'on fait des bibliothèques. Donc s'il a été vu 100 fois, c'est égal. C'est ce qui compte, c'est s'il a été acheté 100 fois ou pas, en fait. Donc c'est aussi un moyen de limiter. Donc en fait, en regardant les voisins européens, on peut trouver plein de modèles différents, voir vers lequel on voudrait se rapprocher. Pourvu qu'il y ait un droit. Pourvu qu'il y ait un droit, exactement. C'est ça. Mais tout ça ne s'applique pas à l'emprunt numérique. Parce que ça existe, ça n'existe même pas le encore. Problème, c'est que si, ça commence à exister. Oui, mais le problème, c'est que l'analogique, c'est considéré donc un usage d'un livre, donc on peut avoir un droit, mais le numérique, c'est considéré comme un service. Et c'est sur cette notion dont je n'ai pas encore vraiment tout exactement bien saisi, mais c'est sur cette notion qu'il y a un problème, en fait, pour le numérique. Mais d'autre part, tu disais tout à l'heure que les auteurs peuvent s'opposer pour ce genre de questions à ce que leur livre soit diffusé numériquement. Oui. Mais est-ce que tu connais un seul auteur qui s'oppose à ce que son livre soit diffusé? Par exemple, c'est presque pas possible de... Enfin, ce serait une démarche peut-être extrêmement citoyenne, mais quand même, ce serait aussi une balle dans le pied que de dire non, ne diffusez pas mon livre. Bien sûr, mais par exemple, la France, elle a obtenu une avancée dans ses droits pour l'analogique parce qu'ils ont menacé à un moment, les auteurs ont menacé de retirer leurs livres des bibliothèques. Ah ouais. Donc c'était... Mais pour ça, il faudrait que... pour ça, il faut la solidarité, ça c'est clair. Il faudrait qu'il soit là et qu'on se mette d'accord sur la manière de faire, oui, absolument. Est-ce que peut-être dans le public, il y a des questions, des réactions? Juste pour votre chiffre, Nicolas, combien ça pourrait coûter? Non, c'est-à-dire que ce nouvel encouragement de la culture qui met une priorité sur la littérature, la Confédération a dégagé 900 millions de francs par année. 894 millions. Ouais, pour ça. Et puis, de 2016 à 2009, 894 millions par année. C'est le projet, c'est la demande, évidemment. Et puis c'est quand même une somme, enfin, de notre point de vue, ça paraît assez conséquent, disons. Et donc, peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose pour mettre en place ce prêt des bibliothèques. Alors l'ADS, elle articule un chiffre qui est autour de 3 à 5 millions. Je vous ai dit tout à l'heure, 17 millions pour la France, donc ça donne peut-être une échelle en fait. Ce serait 3 à 5 c'est quelque millions. chose qui n'est pas... Et puis bon, notre secrétaire général me disait qu'elle avait compté que c'était 1% du budget de l'éducation. Ça devrait être payé donc, par le budget de l'éducation. C'est quand même pas un monde. Non, mais c'est des faux problèmes. C'est simplement qu'il y a comme une résistance à professionnaliser en fait, le c'est rapport ça la base, de tous à mon à avis. tous. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et il faut que la loi pose les bases. Parce qu'en même temps, on en parlait tout à l'heure, il est clair qu'à terme, on pourrait aussi imaginer le pire, à savoir qu'il n'y ait plus de droit d'auteur. Et que le libéralisme faisant, les livres étant mis sur Internet sous forme numérique, les auteurs ne parviennent absolument plus du tout à gérer quoi que ce soit là-dedans. Donc s'il n'y a pas de loi qui pose le fait qu'il existe dans chaque pays un certain nombre de personnes qui sont des auteurs, qui produisent du sens, qui produisent de l'imaginaire, qui produisent du texte, et qu'ils auraient droit à une sorte de respect minimal de ce qu'ils font et donc de rétribution, si ça n'est pas inscrit maintenant dans la loi, ça pourrait tout simplement, les auteurs pourraient disparaître, tout simplement, à terme. Voilà. Il faut quand même voir qu'il y a un péril du droit d'auteur mondial actuellement. Et puis de plagiat, parce que finalement, à force de ne pas protéger les textes, ce qui quand même est lié au droit d'auteur, légalement, le droit le protège, le plagiat est ouvert de façon généralisée, ce qui est déjà en partie le cas. Mais enfin, on est tous à trouver des bribes de nos livres, de nos poèmes sur Internet. Moi, ça m'arrive tout le temps. Enfin, j'entends tout d'un coup des gens qui s'envoient un texte par site interposé, puis voilà, alors, très bien, on est très content qu'ils aient sélectionné ça dans un livre, mais du coup, d'autres relaient, et on le voit à 1, 2, 3, 4, 5 endroits, et il n'y a plus de droit. Et puis à la limite, au 5e endroit, il est mal recopié, donc les vers ne sont plus découpés, enfin, c'est hallucinant. Donc il faudrait tout de même que le texte de base, que ce qui a été signé par l'auteur soit quelque part répertorié dans le droit, et soutenu par un État qui défend ses ressortissants, qui sont ses auteurs. Mais on entend aussi souvent, justement un peu comme contre-argument, qu'en fait, cette intervention de l'État dans la chose artistique et dans la création
dès le moment où elle existera d'un point de vue juridique, il faudra poser des règles pour qu'elle ne soit pas interventionniste dans le contenu, qu'elle soit seulement, qu'elle pose seulement les choses dans le sens de l'encouragement, mais pas dans le sens de la direction que la création doit prendre. C'est-à-dire qu'elle n'a pas à choisir les auteurs. Voilà. Ouais. La Confédération, elle a juste à soutenir ceux qui publient. C'est aussi quand même ce qu'on entend pour ne pas entrer même dans ce... Il y a ceux qui disent que ce serait déjà une intervention qui irait dans le sens de certaines. Mais ça, c'est le libéralisme absolu. C'est clair que voilà, cette alternative Creative Commons, c'est pour que les États soient complètement hors jeu. C'est-à-dire que tout circule sur le net de façon totalement libre, chaque individu auteur pouvant, avec éditeur, sans éditeur, on s'en fiche, publier et voilà, et puis défendre. Alors, ce qu'il dit, c'est que il faut que l'auteur défende ce mu en chef d'entreprise et qu'il défende ses droits. C'est à lui à faire ça. Alors, bon, c'est clair que s'il y avait une législation mondiale qui se mettait en place avec accord entre tous les pays pour que les auteurs puissent défendre leurs droits, mais on n'est tellement pas là que si les pays ne défendent pas leurs auteurs, voilà, je crois qu'à terme, c'est vraiment un risque. Ou alors, il n'y aura plus que des choses effectivement de grande consommation. C'est un petit peu ce que... ça perd toute la diversité, justement. C'est ça, et puis la difficulté peut-être, et puis l'exigence, et puis... Ah, oui, bien sûr. Autre question. J'ai une question. Il y a un relais politique du côté de Soleure qui a relayé à peine, qui est apparemment très fort, très solide. Qu'est-ce que disent ces interlocuteurs vers moi? Comment est-ce que ce message-là est... Alors, donc il a fait plusieurs motions, donc avant Soleure, ce qui fait que Berne est tout à fait au courant de cette demande et que les motions se sont d'abord heurtées à une indifférence ou à un rejet et que, semble-t-il, maintenant, ils sont prêts à entrer en matière. Ça a pris du temps parce qu'il y a eu beaucoup de temps. Les premières motions qui parlent de ça, elles sont avant les années 2000. Et puis elles sont... 15 ans. Moi j'ai regardé sur le Curia Vista, qui est le truc des motions du Parlement, c'est liquider. Donc pour aucune, il y en a eu 7 ou 8 je pense, pour aucune il y a eu d'entrée en matière jusqu'en, je pense, 2009 peut-être, 2007. C'est ça. Et maintenant il y a eu entrée en matière. Et disons, avec le nouveau message culture qui met la littérature en tête, c'est le moment ou jamais de peut-être le faire passer. Si ça passe pas là, il y a peu de chances que ça passe. D'où la mobilisation de l'ADS et d'où le débat qu'on a ici. Ouais, en fait, quand Kurt Fleury a lancé donc, sa motion donc en 2013, la réponse du Conseil fédéral a été oui, mais il faut attendre parce que Simonetta Sommaruga a lancé une grande un rapport, elle a demandé un rapport qui s'appelle Agur 12, 12, j'entends toujours ça en allemand, Agur 12, qui est justement sur la question des droits d'auteur, des droits connexes, et puis elle a donc, qui réunit en fait des gens de la consommation, je crois qu'il y a aussi des éditeurs, il y avait évidemment notre association, et puis à la fin ils ont réussi à se mettre d'accord sur quelques points, mais ils ne s'étaient pas mis d'accord sur le droit de prêt, donc c'était pas dans ce qu'ils appellent le consensus, donc ça c'est sur quoi tout le monde était d'accord, ils n'avaient pas réussi à introduire le droit de prêt, mais ils l'avaient mis dans les revendications, donc à part. Et puis récemment, je crois que Simonetta Sommaruga a demandé de revenir sur ce droit de prêt, donc effectivement il y a un petit déblocage là, qui se passe. Parce que la numérique dans les bibliothèques, justement, ça a stimulé complètement. Bah oui, parce que ça leur pose un problème quand même. Ouais, c'est pour ça qu'en fait on compte sur ce problème du numérique pour nous relancer aussi pour l'analogique, parce qu'effectivement on ne pourra pas donner un droit de prêt pour le numérique et pas pour l'analogique. Pour le numérique, ça se passe comment actuellement? Il n'y a rien. Ouais, puis le problème c'est que maintenant on prête un livre, il y a une personne qui peut le lire pendant X semaines, mais quand il y aura, où il y a peut-être déjà, il y a déjà le numérique, il y a 20 personnes qui en même temps peuvent... Ou 100 personnes à la fois. Je ne sais pas jusqu'où vont les licences. Et c'est là qu'on n'a pas de droit. C'est quand même assez fou. Quoi. Non, et puis la Confédération encourage justement aussi le réseautage des bibliothèques pour qu'on puisse avoir plus accès aux livres partout en Suisse, qui viennent de partout. Donc forcément, ça va encore propager ça. Mais parce que le numérique quand même met en danger aussi l'existence même des bibliothèques. Parce que le numérique, par essence, il est à disposition gratuitement
hélas, gratuitement, partout, pas seulement dans les bibliothèques, on peut aller dans un cybercafé pour y avoir accès. Et donc, eux aussi ont des trucs à défendre à ce niveau-là. Et il se trouve que ce n'est pas forcément en adéquation, mais plutôt en contradiction avec les droits que nous, on essaie de défendre pour nos œuvres. Donc, c'est vrai que les bibliothèques sont aussi mal prises, mais enfin, ça ne devrait pas être des ennemis. Ouais. Parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est que, par exemple, quand un de nos livres arrive à être comment on dit, n'est plus disponible, est complètement épuisé, maintenant les éditeurs rééditent en numérique. Et donc, le livre, il n'existe plus, il n'est plus disponible. Et il n'y a qu'en numérique que les gens y ont encore accès. Et donc, les bibliothèques les achètent maintenant en numérique, ces livres épuisés. Et il n'y a absolument strictement plus aucun droit pour l'auteur. Rien du tout. Pour lui, c'est comme s'il n'avait rien fait. C'est ça, c'est pas quelque chose qui se négocie avec l'éditeur au moment où l'éditeur numérique. Il y a des droits, il y a des droits quand même numériques donnés par l'éditeur, mais c'est vraiment, c'est des centimes, c'est rien du tout, quoi. C'est plus rien. Et puis pour le moment, en bibliothèque, il n'y a rien. Donc au fond, ce qui revient d'un livre, entre guillemets, réédité en numérique, c'est zéro. C'est vraiment quelques francs, quoi. Voilà, c'est en poche, c'est tellement plus. C'est 5% en poche. Sur un livre qui en vaut moitié moins. Oui, en poche, c'est encore un livre. Enfin, c'est encore un livre. C'est encore intéressant. Oui. Voilà, donc je crois qu'on a posé la chose. Et puis, je rappelle que l'entretien sera sur le site de la MRL. Je ne sais pas quand, mais il sera. Donc on espère que ça pourra peut-être nourrir un certain nombre de réflexions. Et donc il y a ces brochures qui seront à disposition, servez-vous, et elles seront également à la MRL. Alors nous arrivons à 6 heures et je voudrais bien sûr consacrer le temps qui reste à la lecture des textes de Nicolas Couchepin et Marie-Jeanne Hurek. Donc on va peut-être commencer par Le Train de sucre, paru en 2012, qui est donc un livre de contes, mais qui est unifié en quelque sorte, un peu comme dans Les Mille et une nuits. On pense vraiment au schéma des Mille et une nuits, où un fil parcourt l'ensemble du livre, mais cela suscite au fur et à mesure un certain nombre de récits. Et là, il y a plusieurs protagonistes et plusieurs conteurs, donc 3 compères, Balthazar, Désiré et Manuel, attendent en se racontant des histoires un train chargé de sucre qui, en un mois, va parcourir 10 000 km avant de parvenir jusqu'à ses propriétaires. Et ce qui est amusant, c'est que les récits qu'ils font, les contes qu'ils font écho à leur situation, et en quelque sorte, il y a, il me semble, une dialectique entre ce qu'ils disent des contes qu'ils racontent et leur situation, parce qu'ils vont quand même faire de l'argent avec ça. Ils aimeraient faire de l'argent. Et donc ils critiquent par exemple ceux qui veulent faire de l'argent dans les contes, et puis en fait ils n'ont que ce but-là. Ouais. Donc mais ils ont un but un peu plus philanthropique. Voilà, alors je te laisse lire. Ouais. C'est un livre que j'ai écrit au Caire. Donc, je voulais écrire justement des contes au Caire. Je vous lis le début, où vous allez faire connaissance de ces 3 hommes, et puis ensuite un des contes. Il y en a 14 dans le livre. Le premier était déjà assis, un verre de thé sucré devant lui, 3 cuillères, pas moins. Le second apparut enveloppé dans un costume qu'une journée de bureau n'avait pas même froissé au rein. Le troisième avait les mains enfles et noircies. À l'une d'elles pendait une sacoche et dedans tous ses biens. Balthazar, Désiré, Manuel. 3 amis de ceux qu'on ne délie plus tant les années s'y étaient mêlées. Ils se réunissaient quotidiennement dans un café où ils avaient leur table, leurs habitudes, leurs histoires, à l'ombre d'un gommier défiant le chaos urbain qui serpentait tout autour d'eux. Était-ce la rue qui avait donné son nom au café Takaiba ou le café qui avait prêté le sien à la rue? Personne n'aurait pu le dire, pas même le patron ou les pères de celui-ci, car les deux étaient étroitement imbriqués. Sans le café, aucune des échoppes alentour, pas un des marchands ambulants n'aurait eu de clients, et sans la rue, le café n'existerait pas. Officiellement, le café Takaiba était un local de 3 mètres sur 4, dont les 3 tables étaient séparées du comptoir par un pissoir, caché de la rue grâce à un rideau étriqué.
Mais bien que le portrait du patron pendît comme une patente au-dessus des 3 tables, c'est à l'extérieur que les affaires se déroulaient. Le café était comme un boa constricteur, se contractant ou se dilatant tout au long de la rue en fonction du nombre de clients qu'il absorbait. À peine le store métallique remonté, les 2 employés installaient quelques chaises en plastique sur la rue pour accueillir les clients matinaux, des ouvriers, des artisans, des insomniaques. Ils ne cessaient de rajouter des sièges tout au long de la journée, grignotant un peu plus la rue et ses multiples recoins, pour accueillir à 16 heures la sortie des bureaux, des administrations, des ministères, dans un joyeux concert de klaxons, des rares voitures qui tentaient encore de se faufiler sur la chaussée assiégée. Le pic était atteint à 1h du matin quand les tablés des étudiants, des artistes et des pères de famille empêchaient tout mouvement autre que celui des 2 employés qui trottaient d'un bout à l'autre de la rue, parfois sur une distance de 100 mètres, à la recherche d'un espace libre où y installer de nouvelles chaises. Il fallait le vent du désert, sec et froid, pour chasser les noctambules, empiler les chaises dans un coin du local et rendre à la rue son souffle, sa quiétude, sa rigidité. Ainsi, se demander si le café Takaiba était de grande ou petite taille revenait à se demander si la rue était une venelle ou une avenue. D'ordinaire, les 3 amis prenaient place l'un à côté de l'autre, Balthazar toujours assis au milieu, Manuel à sa gauche et Désiré à sa droite. Cette disposition rectiligne leur offrait un beau coup d'œil sur la rue, ses passants, son animation qui constituait le fond de commerce de leur conversation. Ce jour-là, pourtant, ils se mirent en cercle. Ils avaient besoin de mesurer leur regard et s'assurer d'y trouver cette indéfectible amitié nécessaire à leur projet. Ils s'observèrent quelques instants dans un silence auquel ils n'étaient pas habitués, puis Balthazar ouvrit une serviette, dépoussiérée pour l'occasion, et en sortit un document. « Raconte d'abord !» le pria Manuel en repoussant le document dans la serviette. « Oui, reprit Désiré, raconte-en une. »« Et notre affaire ?» s'étonna Balthazar. « Plus tard, l'histoire en premier. » Balthazar se cala dans le siège en plastique qui semblait moulé à son corps, but une gorgée de thé sucré et fit claquer ses lèvres pour s'assurer l'attention de ses amis. Au temps du mur qui divisait une même terre en 2 frères ennemis, Midan décida de faire venir un zèbre dans son zoo pour offrir aux enfants un divertissement inattendu. C'est en observant le ciel quotidiennement zébré par les tirs de roquettes que l'idée lui avait traversé l'esprit. Aucun enfant n'avait jamais vu un tel animal, la plupart n'ayant pu franchir le mur au-delà duquel vivait cette créature. Le zoo ne contenait que 7 pensionnaires, parmi lesquels un dromadaire qui se transformait en chameau quand Midan l'affublait d'une bosse en carton, laquelle finissait toujours par s'affaisser pour la plus grande joie des enfants. Une gazelle qui se prenait pour un flamant rose en prenant équilibre sur une seule patte, un cobra peu mélomane qui n'émergeait de sa corbeille qu'au son de la mitraille, un âne sur le dos duquel les enfants aimaient grimper, une paire de perroquets dont la conversation intriguait un linguiste à la retraite, un caméléon à la peau immuablement couleur sable, et le clou du spectacle, un éléphant, seul rescapé d'un cirque qui avait été pris par erreur comme cible militaire. Un zèbre saurait sans nul doute compléter cette arche de Noé de manière convaincante. Sans même prendre ses 2 jours de repos hebdomadaires, Midan se mit à la recherche d'un zèbre. Il téléphona dans des pays qu'il avait visités quand il était encore possible d'avoir d'autres horizons que celui de la mer, traita dans des langues apprises au temps des échanges commerciaux, à toute heure du jour et de la nuit, d'un continent à un autre. Au terme d'une semaine d'investigation, il trouva la perle rare de l'autre côté de la mer. C'était un zèbre déjà vieillissant, mais les années, promit le vendeur, n'avaient pas altéré son pelage bicolore. Il fut entendu que l'animal serait conduit à la frontière et que Midan se chargerait de lui faire passer le mur de séparation. Il savait qu'il était hors de question d'utiliser la voie officielle, c'est-à-dire l'un des 2 points de passage aménagés dans le mur. Les autorités avaient encore en tête l'histoire de ce cheval, sournoisement empli de soldats qui mirent à sac une cité royale en une seule nuit. Qui sait ce qui se cacherait dans le ventre d'un zèbre? Des explosifs, peut-être. Possible. Sûrement même. Mais là où les hommes érigent des murs, d'autres creusent des tunnels. Et c'est cette voie-là que Midan pensait exploiter. Des amis l'avaient renseigné, il existait des tunnels pour toutes les marchandises, d'une brique de lait à une voiture, d'un bidon d'essence à une caisse de grenade, d'un troupeau de chèvres à des hommes. Les affaires se concluaient au café de l'oncle, à côté du Brasero. Dans le rougeoiement des braises, on se serrait une main contenant une promesse, de l'argent et une vie meilleure. Midan observait son interlocuteur, un petit homme qui portait un blouson trop large pour ses épaules. Il exigeait 40 000 pour faire traverser le zèbre, 10 fois le prix de la bête. Pour les enfants, conclut dans l'espoir de l'attendrir Midan le passeur.
Midan. Mais le passeur, la moitié de la face brûlée par une exposition trop longue au calorifère, s'était déjà tourné vers un nouveau client. Et les enfants qui se réjouissaient, la fanfare qui avait été engagée, le ministre de l'Éducation annoncé, et bien sûr le zèbre qui attendait à la frontière, éloigné de 4 km seulement, si proche et pourtant aux antipodes. La nuit suivante, Midan grimpa sur la terrasse et regarda ce ciel où les étoiles filantes faisaient pâle figure en regard des tirs de roquettes. Le ciel était déchiré, strié, zébré, depuis si longtemps que les enfants pensaient qu'il avait toujours été ainsi, bigarré, éclairé, associant l'obscurité profonde à leur fuite dans les abris. Parfois, Midan collait un planisphère au plafond de sa maison et conviait les enfants à une séance nocturne pour leur montrer ce qu'il y avait derrière l'écran de fumée de la guerre. Une grande ours, un dragon, un cygne, une girafe, un dauphin, un taureau, une baleine, tout un zoo céleste formé uniquement d'étoiles. Les enfants rentraient chez eux émerveillés. Mais alors qu'une nouvelle rafale lacérait la nuit, illuminant brièvement la silhouette endommagée de la ville, Midan eut soudain une idée. Il descendit 4 à 4 les escaliers de sa terrasse, s'élança dans la rue et, bravant le couvre-feu, courut vers le zoo. 3 jours plus tard, le ministre de l'Éducation, accompagné de la fanfare locale, accueillait pour la première fois sur cette terre circonscrite un zèbre, sans que Midan ne déboursât un sou pour l'y amener. L'animal avait fière allure, avec ses bandes noires et blanches si parfaitement réparties sur le corps, et d'une fraîcheur si éclatante qu'on avait l'impression d'avoir devant soi une créature sortie tout droit des cuisses de sa génitrice. Les enfants tentaient de l'attirer d'un cri ou d'un brin d'herbe, tous voulaient toucher son étrange peau bicolore. La rumeur se répandait déjà que cela portait bonheur. Les parents l'observaient avec une fascination mélangée de tristesse, en songeant à toutes les découvertes dont ils étaient privés en restant bloqués sur leur lambeau de terre. La presse était là aussi, mitraillant le zèbre pour la une du lendemain. Et l'animal mâchonnait tranquillement son repas, se prêtant de bonne grâce à la séance photo, comme s'il avait déjà l'habitude d'être sous les feux des projecteurs. Les autorités étaient venues parader, elles aussi, saluant l'initiative du citoyen Midan par une médaille épinglée sur le revers de sa blouse et promettant de lui offrir un rhinocéros après les élections. La fête battait son plein, l'orchestre enchaînait les danses, les parents se détendaient, les enfants s'amusaient, Midan était heureux. Jusqu'à ce que cette petite fille qui visitait le zoo régulièrement vienne lui tirer le bras en sanglotant. « L'âne est mort, dit-elle, la voix secouée par la peine. L'âne est mort, son enclos est vide, viens voir. Devant l'enclos vide de l'âne, Midan la rassura doucement. Non, l'âne n'était pas mort. Une vieille légende racontait que parfois, quand le ciel était traversé de flèches lumineuses, des particules de cette poudre magique tombaient sur les ânes et les transformaient en zèbres. Et tandis qu'il consolait la petite, Midan se frottait les mains pour y enlever les derniers résidus d'une peinture noire qui résistait à toutes les gaines. Comme quoi la littérature peut être engagée en biais. Voilà. Et c'est une histoire vraie en plus. Ah oui. Oui, on parlait des droits d'auteur et droits aux idées, mais j'ai piqué entre guillemets l'idée. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé. On a transformé en âne pour le faire passer en un zèbre dans la bande de Gaza. Mais le droit d'auteur se porte sur la manière dont tu l'as écrit, et non pas sur l'idée qui appartient à tout le monde. Les idées sont universelles, comme on sait. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un autre auteur qui a publié à peu près la même année un livre qui s'appelle Un zèbre sur la 5e avenue, qui est pris de la même histoire en fait. Et qui est paru dans la presse en fait, et qui est un fait divers que tu as lu dans la presse. Non, que j'ai vu quand j'étais au Caire, j'étais à Alexandrie, il y avait la Biennale d'art, et une des œuvres d'art c'était justement un artiste à qui on avait demandé de peindre un âne en zèbre, et c'était le directeur d'un zoo de la bande de Gaza qui lui avait nommé ça en fait. D'accord. Donc comme quoi, voilà, les choses sont récupérées, elles changent de sens, et se symbolisent de plus en plus. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Nicolas, Les Mensch est paru en 2013. Et c'est inspiré d'un fait divers, c'est vrai Oui, aussi. Donc, c'est-à-dire, c'est un fait divers au tout début, mais un fait divers, comme son nom l'indique, c'est 3 lignes dans un journal. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs dans ce livre. Le fait divers était le suivant, c'est des gens dans une banlieue d'une ville belge, ça se passe en Belgique, non pas en Suisse, qui sont descendus s'installer dans leur cave pendant les vacances parce qu'ils ne voulaient pas
que leurs voisins sachent qu'ils n'avaient plus les moyens de partir en vacances. Le père était au chômage, la mère était une femme au foyer. Ils n'avaient plus d'argent, mais ils ne voulaient pas que leurs voisins le sachent, et donc ils sont allés s'installer dans la cave de la maison. Ils ont tout fermé, ils ont demandé à un voisin de passer la tondeuse. Enfin là, j'extrapole déjà un peu, mais le fait divers, c'était ça. Et naturellement, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que quelqu'un a cru qu'il y avait des voleurs dans leur maison, a averti la police, et puis la police est venue et a trouvé les propriétaires de la maison enfermés dans leur cave pendant une semaine ou 10 jours. Et donc, cette histoire m'a extrêmement touché pour son côté, cette espèce de folie intérieure qui amène quelqu'un à vouloir faire une chose aussi insensée, on peut le dire quand même, pour qu'on les trouve normaux, pour qu'on pense qu'ils sont comme tout le monde. Et donc, cette espèce de décalage énorme entre ce qu'on est vraiment et ce qu'on voudrait que les gens voient et ce que les gens voient de nous m'a interpellé, et c'est l'objet de ce livre. Voilà. Et donc, tu peux te dire comment il est composé? Alors, le livre c'est une famille de 4 personnes, donc Muriel et Théo qui sont les parents, et puis Marie et Simon qui sont les enfants. Simon est un enfant trisomique, et en fait, chacun des personnages prend la parole à son tour, ils ont chacun leur chapitre, sauf Simon, mais comme Simon est à toutes les pages, il n'avait pas vraiment besoin d'avoir aussi des pages, rien qu'à lui. Et en fait, leur grande question à tous, c'est de savoir comment on fait pour aimer. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est pas qu'ils sont contre, c'est pas qu'ils détestent cet enfant, ou bien au contraire, mais ils n'ont pas de modèle. Ils ne savent pas comment on aime un enfant qui n'est pas comme les autres. Et chacun, à sa manière, essaye d'apprivoiser cette idée et d'aimer cet enfant comme pour lui et non pas pour ce qu'il représente. Voilà. Et là, je vais lire un passage où Muriel, Théo, le père, décide de creuser une cave, de recreuser une cave sous la maison pour pouvoir aller s'installer avec sa famille, en fait pour protéger sa famille là en bas. Muriel est tout à fait contre cette idée, mais quand elle voit que le petit Simon est enthousiasmé par l'idée, elle devient pour. Et donc chacun a ses raisons de descendre à la cave et de s'installer dans la cave, où ils seront évidemment découverts à la fin, mais ça c'est à la fin. Il y a aussi un renard dans cette histoire que personne n'a jamais vu, sauf Simon, et donc qui joue un rôle important. Et là, je vous lis un petit passage de Muriel. « Mon Dieu, le renard, et si l'affaissement de la maison l'avait blessé, tué même, Simon ne s'en remettrait jamais. Il ne lui pardonnerait jamais d'avoir laissé faire cela. Renonçant à éponger le thé qui coulait lentement le long des plinthes, sa tasse renversée sur le sol, et se disant que si une cloque apparaissait sur le dos de sa main, elle n'aurait qu'à la poser dans la terre humide et fraîche pour calmer la brûlure, elle se saisit d'un stylo, de son bloc de post-it et d'un briquet, ouvrit la porte-fenêtre de la cuisine et sortit dans le jardin. Un soleil d'après la pluie, qui adoucissait la peau de sa joue gauche, brillait doucement, rendant toute chose particulièrement nette. Elle soupira. Malgré la maison qui penchait dans son dos, malgré le sentiment d'urgence à l'idée que le renard, l'être vivant le plus précieux aux yeux de Simon, ait eu à souffrir de son affaissement, elle se sentait curieusement apaisée. Pendant quelques instants, elle savoura la tranquillité matinale, ce moment où les choses qu'il faut effectuer sont encore toutes devant soi, mais bien ordonnées, comme des petits soldats, promettant silencieusement de s'accomplir comme il faut, simplement parce qu'on se réjouit d'aborder la journée. Puis ce petit moment de douceur fut passé, elle raidit la nuque et se retourna pour faire face au chaos qu'elle s'attendait à voir le long de la façade. Elle fut stupéfaite. Elle avait imaginé un chantier, de la boue partout, des plantes arrachées, des monceaux de cailloux et peut-être même un amas de petits os et de coquilles vides, ou Dieu sait quoi, que laissent immanquablement derrière eux les animaux de la terre, escargots, souris, hérissons et taupes. Il n'y avait rien de tout cela. La terre ôtée,
était très proprement amoncelée en une petite colline qui commençait déjà à se recouvrir d'herbes folles, parmi lesquelles elle reconnaissait même certaines des plantes qu'elle avait cru définitivement éradiquer de son jardin, cresson, rue, coriandre, menthe. Contre le mur de la maison, les marches de l'escalier de la cave, parfaitement dégagées et même balayées sur presque toute leur largeur, brillaient d'une mystérieuse lueur sans doute due au fait que leurs pierres, qui n'avaient pas été soumises aux intempéries pendant de longues années, étaient restées claires et même trop blanches pour une descente de cave. Des deux côtés, des planches légèrement disjointes, posées verticalement et maintenues par deux plinthes de bois horizontales, formaient une paroi à claire-voie qui retenait tant bien que mal la terre restée collée par les ans contre le mur. Celle-ci suintait par endroits entre les planches mal jointes, comme pour rappeler qu'elle était partout, et s'amoncelait en minuscules tas au pied des murs, presque noirs sur la blancheur crayeuse des marches de béton. Cet escalier remis à nu avait quelque chose de magique, sans doute parce qu'ainsi dégagé, il était plus étroit qu'un escalier normal. Prudemment, Muriel commença à descendre. Elle vit qu'entre les planches, les murs terreux étaient constellés de petits objets, coquilles d'escargots, petits carrés brillants de portières de voitures miniatures, morceaux de vaisselle, et là, on aurait dit une touche de piano. Mais d'où Simon pouvait-il bien avoir une touche de piano? Il y avait même une chaussette d'enfant, dont la jambe était solidement coincée derrière une planche, si bien qu'à moins de l'arracher, l'on ne pouvait pas savoir ce qu'elle contenait de suffisamment lourd pour déformer ainsi son talon. Quelqu'un avait soigneusement disposé, partout où c'était possible, des multitudes d'objets qui seuls auraient paru insignifiants, mais ainsi arrangés selon un ordre évident, même si Muriel n'en comprenait pas la logique, ils prenaient une importance mystérieuse et magique. Il y avait manifestement une délicate recherche de forme et de couleur. Tous avaient été nettoyés et polis. Ils ornaient le bas des murs et tapissaient les parois de terre et de bois, leur donnant quelque chose de très beau dans un style organique légèrement inquiétant. L'effet était tellement attendrissant que Muriel sentit une boule dans sa gorge. Cela ressemblait au travail d'un tout petit enfant, très soigneux et plein de naïveté, un enfant qui découvre intuitivement ce que c'est que la beauté, qui ne sait pas encore qu'il existe une quantité d'œuvres d'art dans une quantité de musées, toutes cherchant à reproduire cette simplicité et souvent n'y parvenant pas. Arrivée en bas, Muriel trouva l'ancienne porte de la cave, elle aussi nettoyée, poncée et agrémentée de 1000 coquilles d'escargots minuscules, collées sur sa surface en une mosaïque ingénue. La porte n'était pas fermée, elle entra. Dedans, il faisait très sombre. Une odeur d'humidité qui semblait monter du sol le long de ses jambes, de son bassin puis de son ventre, la saisit enfin à la gorge. Elle ne voyait rien. Un peu fébrilement, elle chercha dans sa poche le briquet dont elle s'était munie avant de descendre. Elle entendit un bruit ténu. C'était un léger grattement qui provenait du fond de la grotte qu'elle ne voyait pas, mais imaginait devant elle. Elle fut incapable de deviner ce qui provoquait ce bruit. Peut-être un soupir d'animal, une fuite de petites pattes griffues. Muriel respira un grand coup, c'était sans doute le renard. Encore ce bruit. Elle leva le briquet au-dessus de sa tête et l'alluma, sans succès. Sous la fragile lueur, tout était encore plus noir qu'avant. Elle était éblouie, elle le laissa s'éteindre. Mais qu'était-ce? Un renard, une belette, un rongeur quelconque, à moins qu'il ne s'agisse d'une mini-girafe, d'un singe perdu, d'un petit hippopotame, d'une salamandre centenaire. Son imagination galopait. Mais non, c'était là des idées que Simon pourrait avoir, pas elle. Toutes les images s'effacèrent en même temps. Figée dans une posture inconfortable, elle écouta attentivement. Soudain, l'attendrissement qui l'avait saisie s'effaça et elle eut peur. En fait, elle fut brusquement tétanisée, tout en se rendant bien compte que sa terreur provenait de l'intérieur d'elle-même. Après tout, elle était dans le cœur de sa maison à elle, et de son incapacité à rapprocher une image connue du bruit qu'elle entendait. C'était plus une pulsation qu'un véritable vacarme, et il résonnait par intermittence, s'arrêtant juste au moment où elle était sur le point d'en ressentir vraiment la réalité. Lentement, en s'appliquant à ne pas faire de bruit elle-même, elle actionna à nouveau la molette du briquet qu'elle tenait fermement à bout de bras comme un talisman. Juste là, bien plus près d'elle que le bruit ne l'avait laissé imaginer,
Un visage blanc et rond se dessina fugitivement dans la faible lueur. On aurait dit qu'il n'avait pas d'yeux, seulement des gouffres noirs à leur place. Quant au nez, il était simplement inexistant. Muriel lâcha son briquet. Elle hurla et recula brusquement. Elle se prit les pieds dans une vaguelette de terre qu'elle avait enjambée en entrant et faillit tomber. Une chaleur suspecte envahit son bas-ventre et elle sentit quelque chose de tiède couler le long de ses jambes, alors même qu'une image incongrue de sang, de chaleur et d'étourdissement, réminiscence de l'accouchement de Simon, lui traversait la tête. « Maman » entendit-elle à travers son cri à elle. « Maman, c'est toi ?» Instantanément, elle reprit ses esprits. Se penchant en avant, elle s'appuya d'une main contre le sol et tâtonna de l'autre pour retrouver le briquet qu'elle ralluma. Simon se trouvait devant elle. Des larmes venaient ses joues et formaient un entrelac tout blanc sur son visage couvert de terre. Il tenait à la main, comme pour s'en protéger, une cuillère de cuisine. Muriel se dit brièvement, avec un soulagement incongru, qu'il devait s'agir de la cuillère en argent qu'elle avait reçue pour ses 20 ans et qu'elle avait cherché interminablement la semaine précédente. C'était le visage de Simon qui l'avait tant effrayée. Bon, je sais pas, je peux... J'ai le temps, peut-être. Ouais. Alors, juste... Donc, il avait tant effrayé. Je peux lire alors encore la page suivante. Jetant le briquet à ses pieds, Muriel saisit son fils par les épaules et le pressa contre elle. « Mon tout petit, n'aie pas peur, je suis là, fredonna-t-elle doucement. Elle avait envie de pleurer, tant son soulagement était grand et tant elle avait honte d'elle. « Comment ai-je pu avoir peur de Simon » nota-t-elle amèrement par la suite, parce qu'elle prend des notes sur des post-it qu'elle se colle partout pour se rappeler de ses réflexions. « Comment ai-je pu avoir peur de Simon » nota-t-elle amèrement par la suite quand elle en eut le temps. « Qu'est-ce que tu fais là » dit-elle ensuite, mais pas avant qu'ils ne se soient tous deux un peu calmés. « C'est dangereux. Tu ne dois absolument pas venir ici tout seul. Tu m'entends? Et si la maison s'effondrait, je t'interdis de... » Et pendant qu'elle le grondait, elle sentait quelque chose de bizarre se produire dans son ventre. C'était une énorme colère qui montait comme du sol et la submergeait. Une colère contre Théo qui ne pensait à rien ni à personne. Mais en même temps, une espèce de fierté remplissait ses moindres interstices, coulant dans ses pieds, dans ses mains et inondant son cœur. Simon était là. Lui aussi creusait la cave. Il n'avait pas peur de l'obscurité ambiante. Il avait même eu l'idée de subtiliser une cuillère, qu'importait que ce soit celle-là, justement, celle en argent, pour creuser comme un grand, comme un adulte, comme son père, comme une personne normale. Les jambes coupées, envahies tout entières d'un sentiment impossible à définir, mi-fureur, mi-fierté, Muriel se laissa glisser contre le mur de terre. Elle n'avait pas lâché Simon, et il se retrouva affalé contre elle, tout mou, abandonné, son tout petit, en même temps un très grand garçon, une personne capable de prendre des initiatives, de faire des cachotteries à sa propre mère, de creuser la terre comme son père et de faire bouger la maison sur ses fondations, puisque Théo dormait et que c'était Simon qui était là, tenant dans sa main dodue la cuillère d'argent avec laquelle, à n'en pas douter, il avait creusé ce minuscule mais décisif pelleté de terre qui avait fait bouger la maison. Parce que la maison est en train de s'affaisser. En fait,